Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur UTHR, donc United Therapeutic Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande d'analyse ici spéciale pour un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives ainsi que recevoir chaque mois deux notes d'analyse sur les entreprises qui, selon moi, sont sous-évaluées. OK? Donc, ça veut dire que les analyses ici sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls et je me réserve également le droit de faire des notes de suivi ici au cas où il y a un changement. OK? Ça ne veut pas dire qu'on achète ou voilà à l'aveuglette. Non. On va lire les rapports financiers et vous pouvez poser toutes les questions ici afin de pouvoir investir avec conviction sur les différentes entreprises qu'on va proposer. Mais pour les analyses quantitatives ici, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde des chiffres ici et on essaye de faire une évaluation par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on a sur le passé de l'entreprise ainsi que sur les prévisions ici du management ou bien des analystes. OK? So, alors, qu'est-ce que ça va donner présentement ici sur United Therapeutics, dont vous comprenez déjà que c'est une compagnie qui est, comment on appelle ça? C'est, voilà, c'est un drug, pas un drug dealer, mais comment on appelle encore ça? C'est un fabricant de médicaments, d'accord? C'est un laboratoire pharmaceutique, on va le dire comme ça. Laboratoire pharmaceutique qui dépend énormément d'un produit qu'on appelle le Remoduline, un truc comme ça. Donc, c'est à peu près de 30%, 30 à 29% ici de ses ventes. Si je ne me trompe pas, c'était combien? Oui, quand même, 30% de ses ventes quand même, le Remoduline. Donc également, c'est assez diversifié. Enfin, 69% restants ici viennent de plusieurs autres médicaments. Donc c'est une entreprise qui sait tout négocier à des PE très peu élevés parce que voilà, quand une entreprise a un seul médicament ou bien un médicament voilà, qui représente une grosse partie ici de son chiffre d'affaires, généralement le marché a peur. Donc je pense que généralement c'est un médicament qui sont à peu près ce qu'on appelle, ils appellent ça le PAH, donc Pulmonary Artificial Hypertension, d'accord? Donc hypertension artificielle, non, je sais pas comment on dit ça. PH, en anglais c'est Pulmonary Artificial Hypertension. D'accord? Donc maintenant, Ali traduit ça en français comme qu'est-ce que ça donne? En anglais, c'est pulmonary artificial hypertension. Donc c'est à peu près ça que le Remoduline soigne. D'accord? Alors, je ne dis pas si ça soigne, en tout cas, voilà, ce médicament est indiqué pour ce genre de pathologie-là. OK? Donc maintenant, semblerait-il que cette pathologie n'ait pas énormément de clients, dans le sens où, voilà, c'est un marché de niche ici, donc le prix de ce médicament est peut-être très élevé. Bref, ce qu'ils mentionnent également dans enfin, parce que j'ai un peu survolé les rapports financiers vite fait ici. Bon, de toutes les façons, l'analyse ici, c'est pas pour parler du survol des rapports financiers. Donc, j'ai un peu survolé les rapports financiers ici. Donc, vite fait, je sais que également le management également a beaucoup de pipeline présentement ici. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de médicaments ici, beaucoup de formules ici en études. Donc, semblerait-il qu'il y a peut-être de bonnes chances qu'il y ait de nouveaux médicaments dans le futur, ce qui pourrait permettre ici d'augmenter le nombre de médicaments vendus ici. Enfin, d'augmenter ici les, même pas le nombre, hein, les différents types de médicaments vendus ici, ok, ou bien les différentes marques. Donc, on va continuer à lire les rapports financiers ici. Bon, je ne dis pas que je vais le faire ici sur la semaine à venir, mais bon, voilà, c'est à peu près ce que j'ai pu lire ici. J'ai pu comprendre ce que j'ai pu lire rapidement. Ok, au niveau de l'évaluation, on va aller simple. Premièrement, ici, comme je l'ai dit, je vais utiliser Fastgraph. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Attendant des revenus ici, d'accord. Donc, vu que même c'est une demande ici d'un de nos abonnés, bon, je vais prendre la peine de regarder ici les revenus. Vous voyez que les revenus sont à peu près croissants sur les dernières années ici. Donc, revenus croissants, les marges à peu près également ici. Donc, ça, c'est à peu près la pandémie, etc. Mais vous voyez qu'avant la pandémie, on avait déjà une certaine réduction ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Est-ce qu'on a fait l'acquisition d'une nouvelle entité? Des choses comme ça, ce sont les questions que moi, je me pose quand je vois ce genre de variation-là. Donc, je vois ici qu'il y a une acquisition à ce niveau-ci. C'est 122 millions. Est-ce que cette acquisition-là, c'est un game changer pour la compagnie? Point d'interrogation. En termes de marge brute ici, est-ce qu'on a des marges brutes également qui ont eu tendance ici à suivre le revenu? On voit plutôt que c'est plutôt stable ici. OK? Donc, c'est une certaine augmentation aussi par rapport à ce qu'on a connu en 2019. Donc, maintenant, en termes de prévision ici, d'accord, les net income et les free cash flow, est-ce que les net income et les free cash flow ont tendance à raconter la même chose? Donc, on voit ici que les net income et les free cash flow racontent à peu près le même langage, donc on est à peu près similaire ici. Maintenant, en termes de nombre d'actions, en termes de dette nette ici, est-ce qu'on a une dette nette ici élevée? On a plutôt du cash net, on a près de 3 milliards 320. N'oubliez pas, elle a du cash net. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce cash net?
faire des acquisitions généralement. Je pense que c'est plutôt beaucoup d'acquisitions qu'on va faire ici, ou bien racheter des actions. Est-ce qu'on distribue un dividende ici? Non, pas encore. Donc, c'est plutôt réservé pour les acquisitions, si je ne me trompe pas. Donc, c'est très conservateur. C'est déjà assez intéressant ici. Donc, on peut voir ici que à peu près de 20% ici de la capitalisation boursière, plus de 20% de la capitalisation boursière ici est en cash. C'est déjà une bonne chose. Donc, il faut également regarder la date ici d'expiration du brevet concernant le REMO du LIN. OK, donc parce que ça peut également être l'une des craintes ici qui fait à ce que l'entreprise ait des PER très peu élevés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore mentionner ici? Le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici. Donc, on a un nombre d'actions. Non, ça, c'est pas le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici est de combien? On a combien d'actions ici sur le marché? Donc, on a à peu près aux alentours de 49,4 millions d'actions. Donc, qu'est-ce que ça va donner ici en termes d'évaluation? Regardez ceci. Les analystes s'attendent à peu près à en 2025 avoir 23,79 euros, 23,79 dollars par action. On voit ici que c'est une entreprise, voilà, les prévisions ici sur 2 ans, sur une période de 2 ans, c'est facile. Les analystes arrivent à peu près à avoir raison sur une période de 2 ans. OK, donc c'est assez intéressant ici. Donc, si on est très optimiste, on prendra à peu près ce qui est attendu en 2025. Mais sinon, je vais déjà commencer par 2023. 2023, on s'attend à peu près à 18,86 par action. 18 dollars par 86 par action. Quand je regarde également ici, quel est le niveau de PER que le management paye, enfin pas le management, que le marché paye généralement pour ce genre de compagnie ici. Donc, price, earning, 12 derniers mois. Je regarde ça ici. Last 12 months, la médiane. Le marché paye généralement 13 fois les bénéfices sur les 10 derniers mois. Sur les 20 derniers mois ici, il paye à peu près 18 fois les bénéfices. Sur les 5 derniers mois, excusez-moi, sur les 20 dernières années, c'est à peu près 18 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est à 15 fois les bénéfices par là. Sur les 3 dernières années, on est à quelque chose comme 17 fois les bénéfices. Donc, si on doit prendre ici les PER, on prendra ici 15 et 17. OK? Donc, je vais aller ici avec 15 fois les bénéfices. Donc, j'essaie d'être assez raisonnable. Fois 15 fois les bénéfices, on arrive à peu près à une valorisation aux alentours de 282 dollars l'action. Et ça, je n'ai même pas encore pris en considération le cash net de la compagnie. OK? Parce qu'elle a du cash net. Si on prend ici à peu près 3 milliards 320, divisé ici par 49 milliards, 49 dollars, excusez-moi, 49 millions d'actions, 49 millions 400, ça donne ici un cash net de 67,20 dollars. OK? Donc, quand on prend le 282,90 ici, plus notre 67 dollars, on va le mettre comme ça donne à peu près 350 dollars l'action. D'accord? Donc, en année 2023 ici, on va le mettre ici, en 2023 ici, à 15 fois les bénéfices, OK? On s'attend à peu près à 350 dollars l'action. OK? Maintenant, si on prend ça, si on va en année 2025, que tout ce qu'on a attendu ici se réalise, qu'on arrive à avoir des bénéfices nets ici, autour de 23,79 ici, et que c'est durable dans le temps. C'est surtout ça l'hypothèse, que ce soit durable dans le temps. Il ne s'agit pas juste d'avoir un bénéfice net une fois de 23 dollars ici, et c'est fini. Non, ça doit être durable dans le temps. D'accord? Là, on peut constater ici que on peut constater ici qu'on est à 23,79 $. D'accord? Admettons qu'on arrive à 23,79 $ et que ce 23,79 $ devienne la norme maintenant dans le futur. Et le futur, ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est au moins 10, 15. D'accord? Donc, il faut déjà avoir un bon pipeline de produits déjà sur le marché. OK? Multiplié par 15 fois le bénéfice, d'accord? Plus le cash net de 67 € ici, on aura une valorisation autour de 423 $ à l'action. C'est tentant, n'est-ce pas, par rapport au prix actuel. Dans tous les cas de figure, par rapport aux deux analyses, ici, on va se rendre compte que l'entreprise est sous-évaluée. Mais attention, ça dépend énormément de l'exécution et de la livraison de la marchandise. D'accord? Quand je dis marchandise ici, il faut que le management ici montre qu'ils peuvent maintenir les bénéfices nets en termes de volume déjà au niveau actuel, sinon plus élevé que ça dans le futur. OK? Pour le moment, je dis bien pour le moment, elle a la capacité de souffrir parce qu'elle a énormément de cash en banque. OK? Maintenant, quand on regarde ici les net income, on va plutôt qu'on est sur une stabilité des net income sur les dernières années. Malgré tout ce qu'on peut voir ici, on est plutôt sur une certaine stabilité. OK? Donc, l'évolution, c'était jusqu'en 2016. Et 2016, voilà, on est plutôt à quelque chose de stable ici. Je pense que 2020, 2019, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut regarder les rapports financiers pour savoir ce qui s'est passé ici. OK? Donc, dans tous les cas de figure, ça pourrait être intéressant d'approfondir un tout petit peu les recherches sur United Therapeutics parce que du point de vue quantitatif, il y a quelque chose d'assez intéressant. Maintenant,
Est-ce que les produits en pipeline présentement vont à peu près vont à peu près nous permettre de pouvoir maintenir le même niveau de bénéfice net actuel pour le futur? Point d'interrogation. Sinon, ça reste une entreprise intéressante à aller regarder. Vous savez que je n'aime pas les compagnies pharmaceutiques ici. Mais ça, ce n'est que mon avis. Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. D'accord? United Therapeutic Corporation. Intéressant à aller regarder. D'accord? Donc, merci.